Je m'appelle Pierre et j'ai décidé de parcourir l'histoire à la recherche de passionnés, d'historiens, de spécialistes et d'archéologues du monde entier pour mieux comprendre ce qui a constitué notre histoire commune. Au travers de reconstitutions, de visites guidées de musées, d'interviews et en utilisant la technologie du XXIe siècle, j'offre aux téléspectateurs un nouveau regard sur l'histoire vivante et notre passé. Vive la garde impériale! Bienvenue dans les capsules de l'histoire. Je me suis rendu au musée Somme 1916, situé dans la commune d'Albert, dans le département de la Somme, pour rencontrer M. Thierry Gourlin, président fondateur du musée. Ce musée associatif de référence, ouvert le 1er juillet 1992, vous accueille au cœur des champs de bataille de 14-18. Chargé d'histoire, il vous plongera dans l'enfer des tranchées et dans le quotidien de nos soldats. En arrivant au musée, nous sommes de suite interpellés par la présence de ce tunnel souterrain situé à l'accueil. M. Gourlin va nous éclairer sur les raisons de sa présence au musée. Sachez que avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, qu'on savait qu'elle allait éclater en 1939, donc en 1938, la ville a décidé de protéger sa population civile. On savait qu'un conflit allait arriver. Donc elle a utilisé un souterrain existant qui était du XIIe siècle et qui a été réhabilité en 1938. Elle en a construit aussi des artificiels. Et ce souterrain du XIIe servait aussi à un château qui était implanté dans cette ville à cette époque, au cours des siècles. Et en 1938, on a fabriqué un abri antiaérien. Pourquoi ? Parce qu'on savait que l'ennemi allait pilonner la ville. Principalement Méholt, qui jouxte Albert, puisqu'il y a une rue Méholt d'un côté c'est Albert, et la plus grosse usine d'Europe d'avions était à Méholt, où l'on fabriquait les Potez. Donc M. Henri Potez fabriquait les avions du monde entier sous l'enseigne Potez. Alors on voit que ce souterrain est assez profond. Combien de mètres il fait en profondeur et la distance également à l'intérieur de ce... Alors ce souterrain mesure 250 mètres de long, donc c'est un abri antiaérien de la Seconde Guerre mondiale. Donc on descend 63 marches et on se trouve à 10 mètres de profondeur. Et on ressortira de l'autre côté de la ville, dans le jardin public. Le projet remonte à 30 ans, 92, ce sera les 30 ans cette année. L'idée était de se dire, tiens, pourquoi pas rendre hommage aux Alliés, et puis aux soldats français, bien évidemment. Alors il y avait un collectionneur privé qui avait sa propre collection, puis on s'est dit, pourquoi pas faire un musée de la Première Guerre mondiale dans un souterrain de la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée est partie comme ça. Donc un chantier d'insertion, j'en ai pris la responsabilité en ayant un métier à côté où j'étais chef de centre des pompiers. Donc pendant 6 mois, il y a eu un chantier de RMIS, donc on a mis des gens en insertion pour faire bénévolement la création de ce musée. Donc il a été financé vraiment par nous-mêmes, par des bénévoles. Notre visite débute par ce souterrain qui semble devenir une porte temporelle qui va nous plonger dans l'univers de l'offensive meurtrière de 1916. Donc là, si on nous situe en 1916, dans la région de la Somme, que se passe-t-il ? Est-ce que c'est une offensive franco-britannique ? Est-ce que c'est les Allemands qui souhaitent avancer un peu plus loin ? Quelle est la situation sur le terrain ? Alors, sans être trop historien, sans rentrer trop dans les détails, mais pour comprendre simplement, les Allemands sont plantés là, sur la ligne de front. Donc ils attendent, là, ils ont fait des blocos, ils se sont enterrés profondément, ils ont eu le temps de faire du béton, et donc ils attendent qu'on vienne les déloger. Donc on déleste un petit peu Verdun, et puis donc Haig avec Foch se disent, voilà, on va monter au mois de juin-juillet. Alors la date est venue au 1er juillet. Donc on a eu un front britannique qui part de la Somme et qui monte jusqu'à Gomicourt, dans le Pas-de-Calais. D'accord. Voilà. Il y a une ligne au milieu, entre Albert et Péronne, qui s'appelle Maricourt. Maricourt, le sud, c'est les Français. Et de Maricourt jusqu'à Gomecourt, ce sont les Britanniques. Et le 1er juillet à 7h28, l'assaut est donné et tout le monde monte à l'assaut. Donc pour donner l'offensive l'heure de départ, on fait exploser des cratères, des mines. Donc il y a des tunneliers qui sont allés sur des positions allemandes et ils ont fait sauter des... Alors nous, le plus impressionnant ici, c'est celui de la Boisselle, mais celui qu'on voit sur toutes les chaînes vidéo ou YouTube, c'est une image d'époque qui a été prise en 1916, au 1er juillet, c'est celui qui se trouve à Beaumont-Hamel.
qui existe encore. Il y en a un, et là, il a été réhabilité il n'y a pas longtemps. Donc, il y a un bail où les Britanniques ont un bail de 99 ans et ils l'ont entretenu. Donc, il est moins visité, mais le plus important, je dis bien en diamètre et puis en profondeur, c'est celui de la Boisselle. C'est ça, donc il y a une première offensive franco-britannique qui a lieu à ce moment-là. Du 1er juillet 1916, 7h30, jusqu'à la mi-novembre. Alors, on dit mi-novembre parce qu'entre les Anglais et nous, on ne sait pas si c'est le 16 ou le 17 novembre. Donc, pour ne pas se tromper, on dit mi-novembre, voilà. Et là, c'est un conflit qui a fait pendant 4 mois et demi le plus de blessés et de morts sur les 4 ans de Verdun. Nous, dans la Somme, sur 4 mois et demi, on a quand même mis presque au sol 1 250 000 personnes. Alors, bien sûr, tuées, blessées et disparues. Oui. Hein, mais alors, l'offensive du 1er juillet, elle est assez meurtrière puisque les Britanniques ont quand même perdu presque 20... Alors quand je dis, c'est 20 000 morts. Alors il y a 58 000 personnes mises hors de combat, dont presque 20 000 morts tués ce 1er juillet. Et donc on avait pilonné pendant 5 jours, 5 nuits les lignes auparavant, en se disant on pilonne, on va les enterrer tout vivants. Donc les Anglais montaient tranquillement, fleur au fusil, en ligne, il n'y a pas de problème, par centaines de milliers, enfin des dizaines de milliers sont montés à l'assaut tranquillement. Les Allemands sont sortis de leur blocos, leur tranchée bien protégée, avec la Maxim, la mitrailleuse MG08. Puis après il y a des récits qui disent on tue les Anglais comme des lapins parce qu'ils étaient face à nous. Voilà. Ouais, et puis il y avait différentes manières de mitrailler aussi. Hein. Voilà, tout simplement. Et puis après, il y avait eux, c'était une armée de métier, déjà. Que nous, les Britanniques, quand ils sont montés, on en discutera tout à l'heure aussi, il y avait des armées de volontaires, des gens qui s'engageaient, des copains, voilà. Donc c'est des jeunes qu'on apprenait 15 jours avant à tenir un fusil puis dire on monte à l'assaut. Nous voici devant une carte britannique des champs de bataille de la Somme. Alors c'est tous les sites qu'il y a visités dans le secteur. Hein. Donc Thiepval, après on se retrouve avec Longueval qui est du côté de Péronne. Alors du coup ici, est-ce qu'on peut voir un peu les lignes de champs? Est-ce que par exemple les franco-britanniques voilà la ligne. D'accord. Alors au 1er juillet, puis après certainement un peu... alors la Boisselle, on est ici, donc au 1er juillet 16, et après on est monté, alors ils mettent là l'année le 18 novembre 1916. Donc, quand je vous dis une dizaine de kilomètres, c'est ce qu'il y a. Il n'y a même pas des kilomètres entre là et là. Donc nous voilà en plein cœur du souterrain, 1938. Alors ce qui est intéressant ici, c'est en fait on va retrouver une collection de plein de choses, des chaussures, des pièces de fouille. Voilà, des pièces de fouille. Ce qu'on peut retrouver. Qu'on peut retrouver donc sur le terrain de la Somme. Et surtout, on a l'impression que l'histoire s'est arrêtée ici. Parce que, bien entendu, ça a rouillé depuis, mais c'est vrai qu'on retrouve les grenades. On retrouve tous les objets qu'on peut encore retrouver à terre, et au fil du temps, bien sûr, l'érosion prend le dessus. Là, il y a des objets, ils sont là depuis 30 ans, rien n'a bougé. On a mis des vitrines, on a mis de la terre, on a bougé les objets métalliques, et l'érosion n'a pas pris le dessus. Ça veut dire qu'on a une bonne hygrométrie, voilà, ça se conserve tel que. Alors par exemple, par ici, on peut trouver un ceinturon fait en cuir de kangourou australien. Un fusil Lee-Enfield avec sa baïonnette, qui est encore au bout, là ici. Alors ça aussi c'est intéressant à expliquer, les choses trappes. C'est une étoile avec plein de branches acérées, et quand on le jette au sol, il y a toujours des pointes en l'air. Donc quand les soldats montaient à l'assaut dans le No Man's Land, à un moment donné, quand il y a des obus qui tombaient, la première chose c'est de se plaquer au sol pour se protéger. Et bien sûr, malheureusement, on se faisait prendre on se tuait ou on se blessait, et voilà. Et même les lampes à huile. Pareil, les lampes, il y a toutes sortes de lampes, beaucoup bougies aussi. Britanniques également. Alors tout ce qui est, alors pour pas donner de nom, on a mis un drapeau, d'accord, pour la nationalité. C'est vrai que la plus connue, c'est la britannique. La Vickers, c'est celle-là. Et nous, alors la Vickers britannique et la MG08 allemande sont refroidies à eau, le canon. Voyez-vous, il y a un gros tube. Oui. Il y avait un tuyau qui descendait pour refroidir le fût du canon. Que nous, les Français, la Hauskitch, elle est refroidie à air. Donc la particularité des agréments, c'était quand on se repliait, que le canon était trop chaud. Alors il y a des soldats qui avaient un gant en cotte de maille et une épaulière en cotte de maille pour ne pas se brûler. Donc on se replie vite fait pour ne pas se brûler la main, on se protégeait la main et l'épaule. Et sachant qu'au niveau des munitions, on voit qu'au niveau français, il n'y avait pas énormément de munitions. Nous, on lançait des bandes comme ça, tandis que les Allemands, ça déroulait sur des caisses. Voilà. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Quoi. On parlera aussi du fusil à côté par rapport entre le Bell français, le Lee-Enfield et le Moser allemand.
Il y avait une particularité entre les trois. Donc là, on imagine les Allemands, ils étaient enterrés déjà, enfin, ils étaient terrés, ils étaient préparés, ils avaient des tranchées bien plus consolidées que nous, les Français, puisque nous, ils nous attendaient. Nous, on a été des délogés, donc avant les délogés, on a fait des tranchées, bien évidemment, mais je veux dire, eux, ils étaient là plantés depuis un moment. Oui, c'est un peu plus sommaire. Ah ben voilà. Et donc là, on a l'artillerie. Là, on vient sur mortiers. les mortiers de tranchée. Donc, c'est ce qu'on envoie de tranchée à tranchée. D'accord. Nous, les Français, on avait un crapouillot, mais qui faisait peut-être 300 kilos pour le manœuvrer. C'était vraiment difficile. Que les Allemands, ils avaient les Minenwerfer. C'est une sorte de mortier. Des mortiers de tranchée. D'une tranchée, donc tir courbe. Voilà. Et là, un lance-grenade. Et là, un lance-grenade, pareil, allemand. Là, on va se trouver plutôt sur les armes, avec justement la baïonnette pour se rendre compte la longueur du fusil. Donc le fusil français, le Lebel, le plus connu, ou le Berthier, le Lebel avec sa baïonnette qui s'appelle la Rosalie. Donc un fusil beaucoup plus long que l'ennemi. Donc au corps à corps, on avait une chance de tuer son ennemi parce qu'on avait le fusil et la baïonnette très longue. Contrairement au fusil allemand, qui est là, le Moser, qui est beaucoup plus court, là, avec sa baïonnette en dents de scie. Après, voilà, on mettait ce qu'on voulait. Et après, le fusil britannique, le Lee Enfield, avec un chargeur de 10 cartouches. Eux, ils avaient un chargeur de 10. Donc, on enlevait le chargeur, on remettait 2 fois 5 cartouches comme ça, dedans, et on reclipsait, on tirait 10 fois. Les Allemands, 5. Ils ouvraient la culasse, ils mettaient 5 cartouches. Par contre, nous, les Français, le temps de rechargement, il fallait baisser une palette, ouvrir la culasse, baisser une palette et enfiler 8 cartouches les unes derrière les autres. Et par contre, ce qu'on peut dire aussi, quand le fusil s'enrayait, donc s'il tombait dans la boue et qu'il fallait nettoyer vite fait, pour enlever la culasse, il fallait un tournevis que les Allemands ou les Britanniques enlevaient une petite palette, on enlevait la culasse, on nettoyait, on remontait. Oui, donc pas du tout la même non, du tout. Au niveau combat. Il y a même des fusils américains. Et ben voilà, exactement. 1917. Les Américains quand ils sont arrivés, exactement. Des mousquetons, des fusils beaucoup plus courts. C'est vrai qu'on connaît très bien le fusil Lebel. Lebel, oui. Et sa baïonnette, Rosalie. Alors elle est impressionnante parce que quand on arrivait devant l'ennemi, quand on se voyait une longue pointe quadrangulaire comme un tournevis réciforme, pointu, ça rentre plus facilement que la baïonnette allemande ou la baïonnette britannique. Même les Britanniques s'entraînaient avant de venir à la guerre, on leur avait dit, pour vous entraîner, pour tuer l'ennemi, vous tournez à 45 degrés le fusil, et comme ça la baïonnette passe plus facilement entre les côtes. Les premiers Français, avec le pantalon rouge Garance, juste au début de la guerre. Après, on passe à la tenue bleu horizon. 1916, voilà, exactement, ouais. Et ça, c'est les officiers ? Là, oui, là-bas, on a 2 officiers. Là. On a un commandant assis sur une chaise à bout. On voit, il y a 4 sur son képi. 4 cercles dorés, donc c'est un commandant. Et un Britannique. Et là, un Britannique, un soldat britannique, avec les bandes moltières. Ah oui. Comme nous, le soldat français, en début 14, il n'avait pas la bande moltière. Après, il a pris la bande moltière. C'était juste une question de visibilité. Ah ben là, au début, attendez, on les reconnaissait. Et en plus, ce qui est véridique, c'est que le tissu était allemand. Donc ça veut dire qu'on était habillé avec du tissu rouge. Et puis là, on était vu. Voilà. Alors c'est pour ça qu'après, on a caché un peu. On a adopté la tenue bleu horizon. Beaucoup mieux. Donc là, on parle un peu des colonies, parce que c'est vrai que le musée SOM 1916, ici, il y a le front britannique, où on commence par la Grande-Bretagne, après on va passer par le Canada, toutes les colonies de l'Empire britannique. En première ligne. Les Australiens, les Sud-Africains, les Néo-Zélandais, les Terre-Neuviens. C'est ça. Voilà. Et les Français, pareil, on a Nous, cherché dans les colonies. Dans nos colonies aussi. Donc là, un exemple de baïonnette, avec un drapeau, une nationalité. C'est très bien, ça on peut les identifier. Ah ben là, on se rend compte, tout ce qui est allemand. Là, ouais, voilà. Baïonnette, elle se mettait aussi sur le fusil. Hein. D'accord. Ouais, derrière, il y a le petit gousset pour l'armée. Oui. Impressionnant. Ah, et le sabre aussi. Le sabre, par contre, oui. Magnifique. Wow. Après, l'étrangleur de tranchée, le petit couteau là pour achever le. D'accord. Là, on avait ça à la ceinturon, puis c'était pour achever le blessé dans la tranchée. Hein. Mon Dieu. Les pistolets, alors ça c'est pour les officiers principalement ? Oui, officiers, plus souvent, exactement, alors revolver ou pistolet. Alors après, je peux donner aussi une anecdote, mais qui est assez récente, qui peut être intéressante, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est dans le milieu de la culture, ça va les intéresser. J'ai eu un don, il y a à peu près 4 ans, un appel de la police d'Amiens, un monsieur et une dame qui faisait un don d'un pistolet allemand. Donc je m'y rends, bien sûr, je dis ouais, ça m'intéresse. Et je vois arriver un couple de monsieur assez âgés, puis donc ils font don d'un pistolet allemand, un revolver avec son étui. Et puis la dame, elle me dit, ben voilà, je suis madame monsieur Peugeot. Pardon, excusez-moi, Moreau, monsieur Moreau. Alors c'est pour ça que les cultivateurs, ils vont penser tout de suite, Moreau. Mais j'ai tenté Moreau, ça me fait penser aux machines qui arrachaient les betteraves, qui existent encore. Elle dit, monsieur, c'est mon papa qui a inventé la machine à arracher les betteraves, la machine Moreau.
Ah. Donc mon papa a tué un officier pendant la Grande Guerre, lui a pris son revolver et son étui, et donc il a été en héritage dans la famille. Et puis là, il arrive un moment où les enfants n'en veulent plus, il faut qu'on s'en sépare. Donc voilà, ils ont fait un don comme ça. Mais par contre, ce qui est important, c'est que pour ceux qui connaissent un peu, les arracheuses de betteraves Moreau qui existent encore, ben c'est le monsieur qui a inventé cette machine. Donc ici, on est dans une scène où... Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans ce souterrain, dans ce musée, 40% c'est des Britanniques. Donc les Britanniques, à un moment donné, l'histoire, ils la connaissent mieux que nous. Ils n'ont appris que ça. Moi, j'étais à l'école, j'ai avoir 69 ans, j'ai appris Verdun. Moi qui suis né à Abbeville, on m'a jamais appris ce que c'était que la bataille de la Somme. C'est quand je suis venu par ici que je me suis rendu compte qu'il y avait des cimetières et que la bataille avait eu lieu. Mais sinon, c'était Verdun. Alors donc, les Britanniques, eux, ont appris la Somme et ils connaissent bien l'histoire. Donc ici, alors pareil, une vitrine où ce sont les grenades, différentes grenades. Allemandes, artisanales, où vous faites voilà, avec des bouteilles, de tout. Hein. La Mills, la plus connue britannique, la grenade Mills, voilà. Là, la particularité de cet obus au milieu, avec rempli de billes de plomb ou d'acier, c'est l'obus au shrapnel. Donc c'est un obus qui explosait en l'air, qui était fait pour exploser à 15, 20, 30 mètres de haut. Donc lui, la tête était éjectée et la charge explosive est tout en bas. Elle poussait une grosse bague d'acier, la tête était arrachée et des billes partaient sur les soldats. Donc là, c'était pareil, là, il fallait se nourrir. Mais se nourrir et aussi boire. Les Britanniques, c'était le rhum. Donc les grosses bonbonnes SRD là, qu'on voit là. Hein, donc ça, c'était du rhum chez eux. Nous, les Français, c'était le fameux pinard, hein, le rouge. Hein. Il fallait le transporter. Le rouge. Ah bah oui, là, il y en avait une collection à l'entrée où il y a tous des bonbonnes de SRD. Hein. Les soldats s'occupaient en dehors de la première ligne, derrière, voilà. Parce qu'il y avait tous les corps de métier qui faisaient la guerre. On avait les horlogers, alors, quand on voit l'horlogerie, on peut trouver vraiment un moulin. On peut trouver aussi tout fait à base d'étain. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du cuivre, les douilles, c'est de l'étain. D'accord. Voilà. Donc on travaille l'étain. Il y en a qui sont peintes aussi, ciselées, il y en a, ou alors gravées. Donc là, on imagine un blocos, il y a encore des petits blocos comme ça, à côté de Beaumont-Mel, dans les champs, des petits champignons en béton, et dedans, il y avait un Allemand avec son collègue, et puis donc avec la MG08, la fameuse mitrailleuse. Et l'Allemand, sur son casque, lui, il avait une reconnaissance, ça veut dire que c'était un tirailleur. Voilà, il était fait pour utiliser la mitrailleuse. Donc ici, il y a deux collections. Une collection de bouteilles, donc dites les 3 nationalités, et à gauche, des insignes militaires britanniques. Okay. Ah oui, donc c'est une collection que j'ai rachetée à un monsieur qui habite à Arras, monsieur Coyot, et je l'ai mis dans son jus, c'est-à-dire il l'avait collectionné comme ça. Donc moi j'ai mis ces panneaux par régiment. Il a même écrit bien, hein, on voit que c'est un monsieur assez âgé, il a écrit à la plume, la création des régiments, voilà. Là c'est intéressant là, donc ce sont des Britanniques, mais on rend hommage à un officier britannique qui s'appelle le capitaine Neville. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enrôlé volontairement des équipes de football. C'est pour ça qu'il y a des ballons, on va vite comprendre pourquoi. Alors lui, il a décimé quasi des villages entiers d'une génération, parce qu'il avait enrôlé des équipes de football, des copains. Donc les copains se sont engagés. Et puis donc lui, il les a pris pour faire une division. Et donc quand il est monté au 1er juillet, il avait pris 4 ballons de football, il avait dit le premier qui mettrait un ballon dans la tranchée ennemie, je le récompenserai. Donc l'assaut a eu lieu à 7h28, et lui, il est décédé à 9h. Donc il n'a pas vu si un de ces gars a mis le ballon. Donc c'est pour ça qu'il y avait quand même 4 ballons. Ici, on peut trouver déjà des fléchettes qu'on balançait des avions, des seaux avec des petites flèches d'acier. Ça servait, quand elle tombait sur la ligne des ennemis, elle traversait le crâne, voilà. Ah oui, à ce moment-là. Ah ouais, c'est ça, des fléchettes lancées d'avions par des seaux. Donc le pilote, il avait quelques seaux de fléchettes, et puis hop, il balançait ça sur les lignes. Avant la déclaration de la bataille de la Somme, les Britanniques avaient imaginé de faire un lance-flamme. Donc là, c'est un lance-flamme qui était réalisé chez eux, donc c'est un essai. Donc le but, c'était de mettre ça sous terre, sans être vu par l'ennemi, et pouvoir dire au dernier moment, je ne fais sortir que cette partie-là, et je prends par surprise l'ennemi, et comme ça, l'ennemi, lui, il va se cacher, et donc nous, on peut monter à l'assaut. Voilà. Et ce lance-flamme, il y en a
3 qui ont été utilisés dans la Somme, et les Britanniques ont recherché en 2015 un qui a explosé. Ça veut dire qu'il n'a pas été monté, il a été monté sous la tranchée. Les Allemands s'en sont rendus compte, ils ont pilonné la tranchée. Donc là, on se retourne, ici. Et donc, dans les fouilles archéologiques, les Allemands savaient où il était à peu près. Et donc, on a creusé avec les Allemands, vous voyez, avec les Britanniques, avec des pelles, creusé. D'abord, quand on voit de la craie comme ça, c'est parce que c'était la tranchée. Et en creusant, on a trouvé la vanne que vous voyez ici. Sur le plan que vous voyez ici, le soldat ouvre la vanne. Tout ça, c'est du combustible, donc c'est du liquide inflammable. Ici, ce morceau-là, c'est le liquide qui rentrait dans ce tube. Là, cette pièce-là, c'est uniquement un élément d'ici. Voilà. Et donc, ça, c'était creusé sous les lignes, la tranchée, par exemple, anglaise. Et en essayant de ne pas être vu par son ennemi. Et au dernier moment, il y avait quelqu'un qui allumait la mèche. Et puis, donc, il faisait sortir subitement la flamme. Et donc ça, on a retrouvé ça dans une tranchée. Donc tout ce matériel qui est là. Mais la tranchée était cohabitée aussi par des Français parce qu'on a retrouvé des bouteilles de champagne Mercier. Là, c'est marqué champagne Mercier. Et ça, je l'ai retrouvé avec les Anglais quand ils ont creusé avec leur grue dans les tranchées. Tout ce matériel-là, il a été trouvé dans les tranchées. Donc quand on s'imagine que cette partie-là, c'est simplement qu'un petit morceau ici. Donc quand on lit, il fallait 300 personnes pour monter tout l'ensemble sous terre sans être vu. Ah oui. Mais donc celui-là, il n'a pas fonctionné puisqu'il a été pilonné avant d'être mis en service complètement. Mais quand on voit le poids... il fallait oui, c'est pour ça qu'il faut du monde. Hein. Et celle-là, elle fonctionne encore. C'est du bronze. Alors du bronze, bien sûr, ça ne rouille pas. Mais voilà, regardez, il y a encore ici le truc qui se lève dedans. Et puis on n'a peut-être pas tout découvert non plus. Non plus, exactement. Par contre, ça, c'est un don d'un cadre. Alors là, c'est un cadre qui a une valeur, c'est le peintre Jacques Wiesmann. Et c'est une dame très aisée de l'île de la Cité qui était venue une fois ici et puis qui me l'a offert. Et donc, on sait que, moi, je suis allé sur Internet et quand on regarde les peintures de Wiesmann, on sait que ça a une valeur. Et donc, la dame, c'est une toile faite sur un cadre. Donc, c'était un sol. Alors, c'était des chiens où il y avait dessus une croix. Ça voulait dire, ben voilà. Il y a un blessé là, il y a un chien avec une croix, ça veut dire que voilà, les secouristes sont dans le secteur. Donc c'était pour rassurer déjà les blessés. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle visite, très riche en souvenirs visuels, auditifs, il y a tout ça. C'est vraiment un parcours qui était vraiment super. Mais ce qui me fait plaisir aussi, c'est que vous étiez autant intéressé que, voilà, on voit qu'il y a quand même quelque chose derrière où vous êtes un passionné. C'est ça, les jeunes générations passionnées d'histoire. Comme vous. Et je voudrais bien qu'elles soient tous comme vous, parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant, je voudrais qu'on se rende compte de ce qu'on a pu vivre, ce que nos aïeux ont vécu. Et c'est sur ce message, en fait, que j'aimerais bien porter un message d'espoir pour l'avenir, un peu une bouteille à la mer pour les jeunes générations. Et j'aimerais savoir un peu le message que vous souhaiteriez porter aux jeunes générations qui viennent, déjà les groupes scolaires, les adolescents qui viennent découvrir ce musée. Qu'est-ce que vous souhaitez leur apporter à travers cette visite ? Alors, ce qu'on apporte principalement, c'est la transmission de la mémoire. On dit que c'est un devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui existe. Mais le transmettre, c'est faire autre chose. Donc, quand les jeunes viennent ici, on leur rappelle le devoir de mémoire, un peu la visite du souterrain, mais aussi les champs de bataille. Parce que quand on se rend sur un champ de bataille et qu'on se retrouve dans un champ qui a plus de 100 ans, où là, il y a du concret, et à les tranchées, on s'imagine, on passe dans des tranchées. Par exemple, sur le circuit du souvenir à Beaumont-Hamel, on descend dans des tranchées, et on s'imagine qu'on est là, dans une tranchée. Imaginez-vous. Puis nous, à travers le musée, on fait voir des scènes quasi réaliste de soldats. Et comme je dis beaucoup, il ne manque que la parole aux soldats pour s'imaginer qu'on est dans une tranchée. Voilà. Et moi, ce que je dis aux gens, rappelez-vous, parce que malheureusement, pour vous comme pour tout le monde, il faut vraiment préserver la mémoire et la transmettre. Voilà. Ne pas oublier. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ce musée dans son entièreté, la richesse du contenu qu'on a pu y voir à travers ce parcours. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous, d'être présent et puis de transmettre ce message aussi aux jeunes générations qui nous écoutent, puisque bien entendu cette chaîne va perdurer dans le temps et de nombreuses générations vont la voir à travers les années qui vont arriver. Et c'est ce message d'espoir que je pourrais transmettre. Est-ce que vous pouvez juste rappeler où se trouve ce musée Alors bien sûr, je le rappelle pour tous les abonnés. Alors le musée Somme 1916 se trouve à Albert, la 3e ville du département de la Somme. Voilà, comme le prénom, Albert. Retenez Albert. Sur Google, vous tapez musée 1916 ou Somme 1916 Albert et vous serez chez nous. Écoutez Pierre,
pour vous faire plaisir, vous avez certainement téléchargé l'application Exactement. que l'on cherche sur les- Apple Store ou Google Play. Donc, c'est Musée Somme 1916. Et moi, je vous fais plaisir. Vous étiez une personne très intéressante et puis je vois que vous êtes passionné. L'application, normalement, elle permet de garder que 15 jours toutes les scènes du musée. Mais si vous prenez en photo ce dernier QR code, vous pouvez le télécharger autant que vous voulez. Donc, à vos abonnés, vous pouvez leur dire téléchargez l'application Somme 1916, vous filez ce QR code, Je vais le faire en direct. vous le faites en direct, vous prenez le QR code, voilà. Et donc, l'abonné n'aura simplement qu'à prendre en photo le QR code sur son appareil, voilà, quand il aura téléchargé l'application. Voilà, il prendra son application, là, il fera ça, et puis voilà, il prendra le QR code que vous avez donné. Et il y a toutes les scènes. Et donc, ça incitera tous les jeunes à lire, bien sûr. Je vends déjà peut-être un peu le musée par l'histoire, mais le plus beau, c'est d'être sur place et de se rendre compte de ce que c'est. Voilà. Merci beaucoup pour ce cadeau. Voilà, Pierre, merci encore. Et merci à tous les abonnés qui vont suivre cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à aimer cette vidéo et surtout à scanner le code que je vais vous transmettre à travers cette vidéo grâce voilà, à Monsieur Gourlin. Voilà, Thierry. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Les Capsules de l'Histoire. À très bientôt.